Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui à Marbella et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet important quand on investit en immobilier, c'est l'accès au crédit. Très souvent, quand les gens se lancent dans l'investissement immobilier, ils ont peur de l'accès au crédit. Quand j'ai voulu me lancer dans l'investissement immobilier, j'avais une croyance qui était que ça allait être compliqué d'obtenir des prêts immobiliers, déjà d'en obtenir un, et en plus d'en obtenir plusieurs. Dans mon parcours, je me suis aperçue qu'en réalité, une fois qu'on sait comment les banques fonctionnent, une fois qu'on sait comment l'investissement immobilier fonctionne, c'est relativement facile. Mais en fait, je vous promets que quand on connaît les règles, oui, obtenir un financement, c'est facile. Je vous explique. Alors pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui? J'ai fait un dîner avec une dizaine de femmes très intelligentes, brillantes, avec des belles carrières, des beaux métiers, mais qui n'avaient absolument rien fait en investissement immobilier. Elles me posaient des questions et c'est drôle parce que se répondraient toutes les unes aux autres, évidemment avec des réponses complètement fausses. Ça nous faisait rire parce que je leur disais attendez, vous posez des questions, vous pouvez m'inviter moi pour répondre à vos questions en tant qu'experte et en fait vous posez des questions et vous répondez et en plus vous répondez à compter de la plaque. Et en fait ça m'a fait penser surtout à moi quand j'ai commencé. Alors comment on fait pour obtenir des financements aussi facilement? Alors tout commence déjà par une posture. Moi je me souviens quand j'avais commencé, je me souviens avoir été voir mon conseiller. Je venais d'entrer dans la vie active et que je voulais acheter un bien immobilier. Là, il m'avait sorti un bout de papier de son tiroir. Hop, je le vois encore, il m'avait sorti un bout de papier, il m'avait dit ok, voilà, vous pouvez emprunter 200 000 €, le taux 4,20. Il avait pris son papier, l'a mis dans son tiroir et fin de l'histoire. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on investit, en fait, obtenir un premier prêt, quand on n'en a pas, c'est très facile, très simple. La banque est une institution économique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la banque est une entreprise privée qui a pour objectif de développer son chiffre d'affaires grâce à ses clients. Donc, si vous venez voir une banque avec cette posture d'acteur de l'économie, qui vient voir sa banque pour financer un projet économique, mais là en fait ça fait toute la différence. Donc ça c'est la première chose. En général, si vous avez une situation stable, un salaire correct, un premier investissement correct, le deuxième passe en général sans souci. Donc pareil avec la même posture, toujours dans la même banque. Idéalement, ça sert à rien à ce stade d'aller voir une autre banque, donc toujours la même banque. Et là vous allez me dire mais quid des 35% de taux d'endettement? Bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors effectivement, le Haut Conseil de la stabilité financière, donc HCSF, a défini des règles d'endettement des particuliers depuis 2019. Quelle est la règle? La règle, c'est que lorsqu'un particulier souhaite investir en immobilier, son taux d'endettement ne doit pas dépasser 35% de ses revenus. Ça, c'est la règle. Il y a des exceptions. Les banques peuvent déroger à ce taux d'endettement dans 20% des cas. À hauteur de 20% des cas, moi, personnellement, je suis déjà passé plusieurs fois dans le cadre de ces 20% d'exception. Donc, quand vous venez pour un deuxième projet, bon, vous avez acheté un premier projet, imaginons votre résidence principale. Sauf que du coup, quand vous venez pour votre deuxième projet, vous venez dans le cadre d'un projet locatif. Donc, la banque tient compte des revenus à percevoir de votre investissement locatif, ce qui vient réduire votre taux d'endettement. Donc, deuxième projet avec la même banque, aucun souci. Vous faites votre investissement, etc. Bon, vous attendez 6 mois, 1 an. Quand même, il faut donner un petit peu de recul à la banque pour évaluer la solidité de votre profil. Donc là, vous venez pour un troisième projet et là, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'aller voir une autre banque. Vous allez voir votre banque pour solliciter un troisième prêt. Et là, en général, c'est vrai que ça grince un peu plus. Ça coince un peu plus potentiellement. Mais c'est là que vous pouvez venir voir un courtier parce que la troisième opération. Pourquoi? Parce que le courtier a un pouvoir de négociation plus important que votre banquier. Et moi, en tout cas, dans mon cas, ce que mon courtier avait fait, c'est qu'il avait appelé ma banque. Il leur avait dit, bah voilà, voilà le profil de cette personne. Bon, elle a déjà 2 prêts chez vous, elle a déjà 2 investissements immobiliers. Vous voyez que c'est un beau profil. Épargne régulière, patrimoine qui se développe, situation professionnelle stable. Donc, soit je vais voir une autre banque pour proposer ce beau profil, soit vous acceptez de suivre cette personne. Et là, ma banque, effectivement, a accepté de me suivre, du coup, pour un troisième investissement. À ce stade, j'étais à peu près sur les 3, je crois que je devais être à 800 000 €. Et comme j'ai investi dans un moment où les gens avaient peur d'investir en immobilier, donc au début des années 2010, on était dans un contexte où les taux étaient élevés, les gens n'avaient pas envie d'investir, sauf que moi du coup je commençais à cette période-là, aller jusqu'à 2018 et là les prix commençaient à monter, donc j'étais arrivée à 1 million € de patrimoine, juste avec 3 opérations. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite quand on va aller plus loin, alors là c'est là qu'en fait il faut adopter une posture de professionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez 3 biens immobiliers, effectivement, si vous allez voir n'importe quel conseiller, c'est sûr qu'il va vous envoyer balader, il va vous dire ça y est, monsieur, madame, vous êtes à 35% d'endettement, c'est terminé, rentrez chez vous. Et c'est à ce moment-là que la jonction se fait entre les personnes normales, les particuliers, les profanes, et de l'autre côté, les investisseurs immobiliers, qui, pour avancer, doivent impérativement se professionnaliser. Je m'explique. Je vous ai dit au début de cette vidéo que les banques sont des entreprises privées. Elles ont pour objectif de développer leur chiffre d'affaires, avec des clients qui ont une activité économique. Donc, à partir du moment où vous venez voir une banque avec la posture d'un investisseur immobilier, alors là, la banque va vous écouter. Et en réalité, c'est pas la banque, c'est la personne physique que vous avez en face de vous. Donc à ce stade, quand on est investisseur, le secret, et là je vous dis beaucoup de choses ici, vraiment j'espère que vous êtes attentifs, le secret pour enchaîner, c'est d'adopter la posture de l'investisseur immobilier. Donc là, vous n'allez plus voir votre conseiller en tant qu'investisseur particulier qui cherche à faire un investissement patrimonial pour la retraite, mais vous venez voir votre conseiller
en tant qu'investisseur professionnel qui a un projet économique, par exemple acheter un immeuble de rapport, ou bien créer une colocation, ou juste en fait créer un investissement locatif qui va générer des revenus. Donc là, on bascule du patrimonial vers le professionnel. Même si, aux yeux de la banque, vous êtes toujours une personne physique, un particulier, mais votre projet, c'est votre projet qu'il faut présenter sous l'angle d'un projet professionnel. Et là, l'approche est complètement différente. Le premier challenge, c'est de trouver le bon conseiller bancaire. Donc ça sert absolument à rien d'aller voir n'importe quel conseiller bancaire. À partir du moment où vous avez 3 biens immobiliers, vous n'êtes plus une personne normale. Et donc vous faites partie d'une minorité de la population. Donc ça ne sert absolument à rien d'aller voir n'importe quelle personne, n'importe quel conseiller, parce qu'il ne comprendra pas votre situation. Et là, c'est là que le travail commence. Donc là, le travail consiste à trouver les bons partenaires bancaires, les bons conseillers, qui sont à la recherche d'investisseurs comme vous et qui sont ouverts au financement de ce type de projet. Alors comment on fait pour les trouver? Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, cette vidéo est trop courte pour tout vous expliquer, mais en gros tout le challenge consiste à aller chercher vos financements. De la même manière qu'un restaurateur qui décide d'ouvrir un restaurant va aller voir des partenaires bancaires qui pourront le suivre dans le lancement de son projet. Donc voilà, on est à ce stade. Et ensuite, dans la manière de présenter votre projet, là c'est pareil. Si vous arrivez avec une posture timide, sans avoir confiance en vous, si vous n'êtes pas sûr de vous, là c'est sûr que le conseiller ne va pas avoir confiance en vous. Donc vous devez arriver vraiment avec une posture d'un investisseur qui sait ce qu'il fait, qui a identifié une opportunité économique et qui vient rechercher un partenaire bancaire pour l'accompagner dans la réalisation de ce projet. Après, donc voilà comment on fait pour enchaîner les prêts immobiliers et comment on fait pour enchaîner les acquisitions. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est vrai que là, c'est pas magique. On arrive à un moment où on finit par avoir trop de crédit par rapport à son patrimoine net et surtout par rapport à ses liquidités. Et c'est là qu'on arrive à une nouvelle phase. Une phase, moi, ce que j'appelle, c'est la phase 2 de l'investissement. Donc, première phase, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. On va chercher 1, 2, 3 crédits, simplement. Ensuite, on arrive à la deuxième phase où là, c'est vrai qu'on commence à être endetté et on ne peut plus aller trop loin. Donc là, on entre dans la deuxième phase où il faut impérativement arbitrer son parc. On commence à arbitrer son parc. Alors, je sais que quand on se lance en investissement, moi, la première, on n'a pas envie de vendre. On a peur. Parce qu'en fait, on se dit, on a passé du temps à chercher. On a passé du temps à trouver une bonne entreprise de travaux, faire les travaux, mettre en place un système qui tourne, vous voyez, le système locatif. Surtout si par exemple vous avez fait du Airbnb ou de la colocation, vraiment vous vous êtes cassé la tête, vous avez fait beaucoup de travail pour mettre en place ce projet et on n'a pas envie de le vendre. Sauf que si vous restez dans cette zone-là, vous n'allez pas avancer. Donc en phase 2, pour avancer, il faut reculer, il faut faire un pas en arrière. Pour sortir les plus-values dormantes, alors il n'y a pas besoin de tout vendre. Vous pouvez vendre juste un bien en tout cas. Vendre un bien, celui dans lequel du capital net est dormant. Parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt de conserver du capital net dans le bien immobilier. Le seul intérêt d'investir en immobilier réside dans le fait d'utiliser l'effet de levier de la dette pour acheter du patrimoine. Mais dès qu'on a du patrimoine net, c'est-à-dire dès que la valeur de vos biens immobiliers commence à augmenter par rapport à votre crédit, c'est là qu'il faut commencer à s'intéresser à la vente. Moi, j'ai un tableau de bord personnellement, un tableau de bord où je mets tout mon patrimoine et je suis régulièrement la valeur de mes biens, les crédits restants dus et je sais d'avance quel bien je vais vendre à quel moment. Donc, vous êtes en phase 2. Vous regardez votre patrimoine et là vous commencez à arbitrer. Donc de 1 à plusieurs biens, ça peut être aussi tout ce que vous avez aussi. Il ne faut pas avoir peur de vendre ses biens immobiliers. Si vous avez peur de perdre vos biens immobiliers, si vous êtes attaché émotionnellement à vos biens immobiliers, c'est là que vous allez stagner. Il ne va plus rien se passer et là c'est vrai que vous allez rester bloqué. Donc phase 2, on regarde son parc et on arbitre et on sort les plus-values, là où il y en a. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que déjà vous allez vous désendetter, mais en plus vous allez avoir du capital que vous n'aviez pas au début. Le nerf de la guerre, c'est le cash en immobilier. Donc là vous vous désendettez, vous sortez vos plus-values et vous arrivez, par exemple si vous sortez 100 000 € par exemple, si vous avez bien investi aux bons endroits, vous avez appliqué toutes les règles qui permettent de générer de la valeur, vous arrivez par exemple à 100 000 € et là avec 100 000 €, vous avez déjà plusieurs biens. Vous êtes déjà quasiment en professionnel, vous allez voir les banques, avec 100 000 €, vous avez la capacité de lever 1 million d'euros d'immobilier. Donc vous voyez la puissance de l'arbitrage. Donc phase 2, on commence à arbitrer, c'est impératif. Là du coup, on arrive vraiment devant les banques en tant que professionnel. Alors tout le monde ne va pas vous suivre, c'est sûr. Il est là le talent. Et il est là l'intérêt de se professionnaliser pour pouvoir enchaîner et faire grossir son parc. Surtout qu'en fait, il faut identifier les bonnes personnes, les bonnes banques. Déjà, toutes les banques ne financent pas les investisseurs. Et au sein même de ces banques qui sont favorables aux investisseurs, vous avez aussi des conseillers particuliers qui ont, là je vous révèle des secrets que j'ai mis des années à comprendre, c'est précieux. Donc faites-en bon usage. Donc là, il faut surtout trouver des conseillers qui ont ce qu'on appelle une délégation. Donc certains conseillers ont le pouvoir eux-mêmes d'éditer l'offre sans avoir à passer en comité de crédit au siège. Donc tout votre travail réside dans cette phase à
bien arbitrer votre parc, trouver bien sûr les bonnes affaires, les bonnes opportunités, mais surtout trouver les bons conseillers. Et moi personnellement, un conseil que je vous donne, et c'est ce que je fais depuis toujours, c'est d'abord d'identifier les bons conseillers, et ensuite, une fois que j'ai trouvé un conseiller qui accepte de me suivre, là je reviens un mois, au grand maximum 2 mois plus tard, avec une affaire sous le bras. C'est comme ça que j'ai toujours fait, et c'est ce qui fait qu'en 13 ans d'investissement, sur toutes les opérations que j'ai faites, j'ai dû en faire une vingtaine, j'ai dû avoir au total peut-être 3 refus de prêt. Ouais, 3 refus de prêt, ouais. Et c'est désagréable, je n'aime pas recevoir des refus de prêt, c'est pas agréable. Je déteste ça, on se sent déprimé derrière, donc j'évite. Je vais chercher le bon conseiller bancaire, j'ai mon accord de prêt, je vais chercher mon financement et tout se passe bien. Et là, ce que je vous dis, en fait, je fais partie d'une minorité qui vous donne ce conseil parce que 99% des investisseurs vous disent l'inverse. 99% des investisseurs vont vous dire maintenant ça sert à rien d'aller chercher un financement si vous n'avez pas le projet. Moi, personnellement, c'est ma méthode, ça a toujours fonctionné. Troisième phase, une fois qu'on arrive à la troisième phase, la phase dans laquelle je suis. Donc, pour rappel, première phase, jusqu'à 3 opérations, avec une posture patrimoniale, particulier, actif, qui veut juste développer un petit patrimoine pour la retraite. Phase 2, on se professionnalise, on vend ce qu'il y a à vendre et on va chercher les bons conseillers bancaires qui vont nous donner les accords de prêt et ensuite on part à la recherche des affaires. Troisième phase, là on entre en troisième phase et là on arrive à la phase de la diversification. C'est-à-dire que là on a suffisamment d'immobilier, parce qu'il n'y a pas que l'immobilier dans la vie, l'immobilier sert de rampe de lancement. Quand on démarre de zéro, personnellement ça a été mon cas, j'ai commencé avec en fait zéro, j'ai commencé avec les 15 000 euros de frais de notaire que j'ai dû rassembler pour ma première acquisition. Et la deuxième aussi également, j'ai utilisé l'avance de trésorerie que j'avais pour payer mes impôts et mes cotisations sociales. Tout s'est bien passé, j'ai pu payer mes cotisations, mes impôts et grâce à tous les mécanismes d'investisseurs qu'on connaît pour récupérer l'apport qu'on a mis. J'ai trop de choses à vous dire. Je reviens du coup à la phase 3, donc quand on arrive à la phase 3, phase dans laquelle je suis, on se diversifie, donc il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. Et c'est à ce stade qu'il est temps de vendre, de commencer à vendre, alors pas tout, il faut juste arbitrer. En fait il faut arbitrer régulièrement. Moi ces 2 dernières années j'ai vendu 2 biens, je vais encore en vendre un cette année, j'ai mon plan de cession en tête. Je sais déjà en fait quel bien je vais vendre dans les prochaines années. Et pour faire quoi? Eh bien pour sortir les plus-values et réinvestir dans d'autres projets. Vous voyez aujourd'hui là je vous parle, on est à Marbella. J'ai suffisamment investi en France, j'ai investi beaucoup à Paris, j'ai terminé mes investissements. Et aujourd'hui, du coup, je me diversifie et pas que en investissement. Quand on arrive dans cette phase 3, en fait, on arrive à une phase où on peut faire absolument tout ce qu'on veut. On peut continuer son boulot, il n'y a absolument aucun sujet là-dessus. Au contraire, il faut toujours garder une activité économique en parallèle de ses investissements. Peu importe ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut devenir rentier avec l'immobilier? Alors, oui et non, mais c'est du boulot. C'est du boulot et ça prend quelques années. Quand on est bien formé, ça prend entre 3 ans et 5 ans. Parce que vous l'avez compris, pour être véritablement rentier en immobilier, en fait, il faut avoir une gestion dynamique. Personnellement, je connais autour de moi des investisseurs qui, dans le but de vivre de l'immobilier, ont acheté des immeubles de rapport, qui sont en mauvais état, qui sont occupés aussi malheureusement souvent par des personnes en difficulté sociale et économique. Le cash flow va à l'entretien du bâti. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de gestion. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Moi, de mon côté, je préfère investir dans des actifs de qualité qui génèrent une plus-value assez rapidement et ensuite qui me permettent du coup de sortir ces plus-values et les réinvestir. Et c'est ce qui fait l'effet boule de neige. Et c'est ce qui fait que quand on arrive à la phase 3 de l'investissement, là en fait on se diversifie, on a le capital liquide mais aussi qui est dans les biens immobiliers et ce qui permet d'avoir une base pour tout au long de sa vie se lancer dans différents projets parce qu'en fait à partir de maintenant ça y est, on a quelque part son propre capital et il suffit de vendre des biens de temps en temps pour sortir du capital et le réinvestir ailleurs. Donc phase 3, pour conclure, soit vous restez dans votre job, mais du coup vous êtes plus léger, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus libre, vous n'êtes plus stressé parce que en fait vous avez un plan B, quoi qu'il arrive dans la vie, vous avez déjà assuré votre retraite et même vous avez déjà assuré votre plan de sortie le jour où vous en aurez assez de votre travail, vous aurez envie de changer de vie. Sinon vous pouvez aussi vous lancer dans l'entrepreneuriat, moi c'est ce que j'ai fait, ou dans l'achat-revente comme ce que je fais maintenant. Voilà, je vous ai révélé tous les secrets qui permettent d'avancer en immobilier et de construire un gros patrimoine en partant de zéro. Voilà, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Il y a juste une feuille de route à suivre. Donc si vous aussi vous avez envie de construire un patrimoine immobilier conséquent, avec un plan d'action clair, structuré, de manière à avancer étape par étape, je vous invite à cliquer sur le lien dans ma vidéo pour avoir plus d'informations. Sur ce, je vous laisse, je vais aller prendre un petit café à Marbella et profiter de cette dernière journée ici.